Voilà, en ce qui concerne la région de Toulon, pas plus de précision pour l'instant. Ailleurs, ça se passe bien, par exemple sur la 50 en direction de Marseille. Mais il faut savoir que selon la direction des routes Méditerranée, eh bien en revanche, sur la 51 en direction de Marseille, ça coince toujours sur 5 km entre Bouc-Bélair et l'autoroute A7. Ça coince aussi justement sur l'autoroute A7 en direction de Marseille sur 3 km et demi entre les Pennes-Mirabeau et les Égalades. Et puis sur la 50 direction Marseille, vous roulez au ralenti sur 1 km et demi entre Pont-Florian et Place de Pologne. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'état du trafic à 8h passées de 48 minutes. Quoi qu'il en soit, excellent voyage. Les déplacements et la mobilité sont synonymes de modernité et de progrès dans nos sociétés. Nous nous déplaçons pour aller au travail, mais pas uniquement. En région PACA, près de la moitié des déplacements sont liés à une activité professionnelle. Le reste correspond aux trajets liés à la scolarité, aux achats, à la recherche d'un emploi, aux loisirs, aux vacances. Nous nous déplaçons sans cesse, de plus en plus souvent, de plus en plus loin. Lorsque l'on aborde la question des déplacements, nous pensons donc aux déplacements physiques de chacun d'entre nous. Cependant, nos comportements quotidiens, nos habitudes de consommation, nos activités sociales et culturelles sont également générateurs de transport. Avec l'avènement des énergies fossiles bon marché, l'industrie des transports a rendu possible une mobilité jusqu'alors inconnue dans l'histoire humaine. La mobilité individuelle quasi sans limite, pour le meilleur et pour le pire. De nouveaux horizons se sont ouverts. Une capacité de se déplacer qui a façonné nos paysages et changé notre stratégie d'aménagement urbain, qui a permis notamment la multiplication des maisons individuelles loin des centres et les hypermarchés et zones commerciales périphériques, concentrant les capacités de consommation et remplaçant les commerces locaux. Comme tout progrès, la mobilité a facilité la vie. Mais en prenant de l'ampleur, la mobilité est devenue hypermobilité. Cette hypermobilité nous conduit à une impasse. Basée sur des énergies fossiles non renouvelables et polluantes, l'utilisation massive des véhicules individuels a un prix. Saturation des axes de circulation rendant inopérants des alternatives, perte de temps et génération de stress, source de pollution aux effets dramatiques sur la santé publique et sur l'environnement. La pollution de l'air est un sujet complexe, tant les sources et types de polluants sont variés. Le secteur des transports est un contributeur majeur, puisqu'il compte en région PACA pour 1/3 à 2/3 des émissions de particules fines, de métaux lourds et d'oxyde d'azote, polluants connus pour leurs effets sur la santé humaine. Notre structure est une structure agréée par le ministère de l'Écologie pour 2 objets principaux, la surveillance de la qualité de l'air et puis bien sûr l'information qui en est issue, donc diffusion des données, des études, mais aussi donner une information à tous sur les enjeux de la qualité de l'air. La région PACA se situe entre le 1er et le 3e rang des émetteurs nationaux pour les émissions de polluants. Donc effectivement, on est dans une région où la question de la pollution atmosphérique est importante. La densité de la population, la densité d'activité, que ce soit sur le bord méditerranéen ou dans la vallée du Rhône, conduit effectivement à une situation qui est notoirement dégradée. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 900 000 personnes dans la région qui sont sujettes à un dépassement de normes limites. Alors les polluants en jeu, c'est à la fois ce qu'on appelle les oxydes d'azote, et puis l'autre polluant d'intérêt qui lui va partager finalement ses émissions avec d'autres contributeurs. Bien sûr, la partie industrielle, mais le chauffage, qui aujourd'hui est un élément aussi de préoccupation, notamment celui qui utilise du bois. Eh bien, ce sont les particules en suspension, c'est-à-dire ces matières solides qu'on va retrouver dans l'atmosphère, qui ont donc des origines très diverses, et pour laquelle les transports, bien sûr, et en particulier les diesels, donnent une contribution qui est importante.
Pour autant, pour ces oxydes d'azote, c'est vrai qu'en général, c'est 70-75% d'origine automobile. Donc c'est effectivement un polluant plutôt associé au transport. Pour les particules, ça concerne l'ensemble des activités humaines. Bien sûr la question des transports au sens pluriel du terme, automobile, mais nous avons une région aussi où nous avons des ports importants, des aéroports. Alors la dispersion pour ces polluants est effectivement variable en fonction des polluants. 3 grandes échelles. La première, par exemple, pour les oxydes d'azote, on est vraiment là dans une grande proximité. L'air a du mal à se renouveler, il a même tendance à se recycler dans la rue. Donc ça conduit à des accumulations de polluants. Donc les oxydes d'azote, c'est vraiment de la pollution locale. La deuxième échelle, c'est vraiment l'aire urbaine. Et on se rend compte aujourd'hui que pour la pollution par les particules, on a clairement des pollutions qui sont à l'échelle de bassins urbains, ex-Marseille typiquement. Donc vous voyez qu'on n'est plus tout à fait à la même échelle. Et puis on a la troisième échelle qui concerne l'échelle régionale. Alors on pourrait aussi parler bien sûr de l'échelle planétaire ou continentale. Mais c'est cette pollution photochimique, la pollution par l'ozone, qui elle va vraiment concerner un département, 2 départements, 3 départements quand il y a des épisodes. Donc là on passe à une échelle qui concerne des populations beaucoup plus importantes. L'automobiliste qui est dans le flux, en particulier si on prend des grandes artères comme Aix-Marseille, l'arrivée de Nice, l'arrivée de Toulon, qui sont vraiment embouteillées avec des taux des niveaux de pollution qui sont significatifs, j'ai envie de dire l'automobiliste est malheureusement en première ligne. Ce qu'il faut retenir de façon très simple, c'est qu'aujourd'hui l'enjeu, c'est dans les endroits où il y a une forte rugosité urbaine, qui caractérise quand même nos villes méditerranéennes, il est important de réduire le nombre de véhicules motorisés. Jusqu'à présent, le sentiment, c'est que c'était un peu une pollution subie. Et bien sûr, il ne s'agit pas d'une pollution subie, c'est une pollution qu'il faut juguler. Et tout ça prend du temps. Donc on est bien sur des temporalités qui sont pas celles du court terme, mais celles de la politique de la ville. Ce sont les personnes fragiles, enfants, femmes enceintes, personnes souffrantes ou âgées, qui sont les plus touchées par la pollution de l'air. Ce sont également les plus défavorisés, habitant dans des lieux particulièrement exposés qui subissent ces pollutions. Une forme de double peine. Typiquement, cette pollution est la cause de troubles respiratoires, d'allergies, voire de complications cardiovasculaires. Certains polluants, comme les particules fines issues du diesel, sont des cancérigènes avérés. Depuis quelques années, au niveau européen, national et régional, des études font le lien entre pollution de l'air liée au transport et effets sanitaires. En 2012, les particules fines issues des moteurs diesel ont été classées par l'Organisation mondiale de la santé dans la catégorie des substances cancérigènes certains pour l'homme. En France, la pollution aux particules fines serait la cause de 42 000 morts prématurées par an, quasiment autant que le tabac. Le coût estimé serait de 20 à 30 milliards d'euros par an, une somme énorme. La région PACA n'est pas en reste. Les conurbations littorales font partie des zones françaises les plus polluées par les émissions issues des transports. En tant que référent ARS Santé, j'ai réalisé une évaluation de l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique urbaine sur la santé des populations des 6 grandes agglomérations de la région PACA. Nous avons pu mettre donc en évidence un effet non négligeable de cette pollution urbaine, notamment avec un effet assez important de l'exposition chronique. Donc il existe un impact sur les pathologies cardiovasculaires et sur les pathologies respiratoires. Nous étudions l'impact sur la mortalité et sur les hospitalisations et donc on voit qu'il y a un excès de décès anticipés dans ces études et aussi un excès d'hospitalisation pour pathologies cardiaques et respiratoires. Toute personne peut être sensible à la pollution de l'air, mais il est vrai qu'il y a des personnes qui le sont plus que d'autres, comme les enfants, parce qu'ils ont un système respiratoire qui n'est pas du tout terminé jusqu'à l'âge de 9 ans et qui sont donc plus sensibles. Et puis les personnes âgées parce qu'elles ont souvent des pathologies chroniques associées et à un système de défense immunitaire qui est un petit peu déficient. L'effet des pics, comme on l'entend dans les dépassements de normes, quand on voit les panneaux sur la route, il est important, mais ça se reproduit en fait très peu dans l'année. Et en fait, l'essentiel de l'impact sanitaire en termes de santé publique, c'est lié au niveau de pollution qu'on respire tous les jours, même s'ils n'ont pas dépassé les normes.
Le coût de cet impact sur la santé commence à être étudié et donc il y a eu une étude européenne qui s'appelle AFECOM qui a fait ce que l'on appelle une valorisation monétaire de ces effets et qui donc a estimé pour 25 villes en Europe le coût à 31 milliards d'euros. Puisque les sources sont multiples, que la pollution peut être liée à des sources locales mais aussi nationales voire européennes, il faut prendre des mesures à tous les niveaux. Et puis, évidemment, au niveau collectif, et chaque personne peut s'inscrire dans cette dynamique collective. La pollution de l'air est toxique pour la santé, c'est clair, notamment les fameuses microparticules, celles qui pénètrent profondément l'organisme, chargées de tous les toxiques qu'il y a dans l'air et qui provoquent des réactions inflammatoires au niveau de l'arbre cardiovasculaire et respiratoire, et sont aussi cancérigènes, comme l'OMS vient enfin de le démontrer. Donc c'est 15 à 30% de plus de maladies cardiaques, coronariennes, accidents vasculaires cérébraux, 15 à 30% de maladies respiratoires en plus, les insuffisances respiratoires, les bronchopneumopathies chroniques obstructives, de l'asthme notamment chez l'enfant, et bien sûr des cancers et des cancers du poumon. Donc un impact considérable que l'étude a fait comme à chiffrer. Et au niveau, en termes d'espérance de vie, avec quasiment par exemple à Marseille 8 mois de perte d'espérance de vie, et en France 42 000 morts prématurées et 20 à 30 milliards de coûts de cette pollution de l'air sur la santé. Marseille est une des villes les plus polluées de France, avec 8 mois de perte d'espérance de vie, et la région PACA cumule à la fois les effets de la circulation automobile, notamment les diesels, puisque c'est bien les diesels essentiellement qui provoquent l'émission de particules et de dioxyde d'azote, mais aussi dans les secteurs industriels comme l'étang de Berre, les émissions industrielles, les émissions de transport aérien, qui font que notamment dans la région des Bouches-du-Rhône, autour de Marseille et l'étang de Berre, c'est la zone la plus polluée de France. Alors nous constatons plus de maladies cardiovasculaires, notamment plus de syndrome coronaire, ça a été démontré par une étude récente, c'est bien pour ça que nous nous sommes engagés. Et donc, sur le plan respiratoire, je vois l'activité incroyable des pneumologues sur le secteur. Et donc, des effets indiscutables qui sont reconnus depuis longtemps à l'étranger, notamment aux États-Unis, et qui enfin en France se révèlent alors que le problème date depuis de nombreuses années. Tout le monde est un réceptacle à la pollution, tout le monde va en subir les conséquences, mais au moment de la vie, et suivant la pathologie que vous avez déjà, vous allez être plus ou moins impacté. Alors la pollution a évolué, il y a eu des progrès faits notamment sur le dioxyde de soufre au niveau industriel, mais le parc automobile français a vu le diesel se développer par les incitations fiscales de l'État, qui a voulu développer ce diesel alors que des pays comme le Japon interdisent le diesel en ville, les États-Unis ont toujours été contre le diesel, et donc cette politique a fait que maintenant 80% des voitures qui sortent sont au diesel. Alors sur le plan des propositions pour améliorer, il y a une proposition à court terme, à moyen terme, à long terme. À long terme, c'est évidemment modifier, rediriger la politique vers la diminution du diesel, avec des incitations fiscales qui ne doivent plus exister, et inciter les constructeurs à fabriquer autre chose. Puis il y a des effets plus rapides, c'est la modification des transports dans les villes. Je prends l'exemple des crèches. Une route à grande circulation qui passe à côté d'une crèche est une hérésie. Il faut donc une modification des plans de déplacement urbain pour préserver ces endroits particulièrement sensibles, notamment là où il y a des enfants. Alors moi je dirais aux élus, il faut que vous formiez à ces problèmes, parce que souvent ils ne connaissent pas ce problème de façon scientifique, et il faut que vous ayez du courage de montrer la voie, de montrer les bonnes incitations. Et le citoyen, bien de ne pas baisser les bras, de s'informer, de se protéger quand il le peut, mais d'inciter les politiques à prendre ces mesures indispensables à la santé publique. Les transports sont omniprésents dans nos vies. Visibles, mais aussi parfois là où on y prête moins attention. Cachés dans tout ce que nous consommons, dans les aliments qui proviennent parfois de loin, dans les jouets qu'il faut acheminer dans les magasins, dans nos déchets qu'il faut emmener et traiter parfois à l'autre bout de la région. On se déplace en région PACA comme partout ailleurs sur la planète pour réaliser à destination des activités qui sont le travail, les loisirs, des achats, un accompagnement, une visite, une démarche. Si on prend l'ensemble des déplacements réalisés de la part des habitants d'un territoire, on va constater que les 3 motifs principaux sont le travail, les achats, et puis, pas toujours, mais assez souvent, les accompagnements.
En moyenne, on a une utilisation des transports collectifs qui est moindre en région PACA que dans d'autres régions. Mais si on prend des secteurs particuliers, des centres-villes ou des liaisons particulières, on va trouver un usage des transports collectifs qui aura une certaine importance. Lorsque la voiture s'est développée, peut-être que dans la région PACA, on s'est beaucoup plus qu'ailleurs dépêché de fermer des lignes ferroviaires, de démonter les lignes de tramway et de donner la priorité de fait sur la voirie à la voiture particulière. Pour rattraper ce retard, il y a beaucoup de choses à faire, bien sûr. Si l'on interroge les non-utilisateurs des transports collectifs, ils citent bien entendu comme critère qu'il faudrait améliorer les caractéristiques des réseaux, les fréquences, les amplitudes, horaires, etc. Mais le point le plus important qu'ils donnent, c'est que dans beaucoup de cas, pour beaucoup d'habitants, l'accessibilité aux arrêts de TC ou aux gares est suffisamment difficile pour que le gain de temps espéré sur l'utilisation du mode de TC ne soit pas très intéressant par rapport au temps qu'il sera perdu pour se rabattre. L'acceptabilité, elle tourne autour de ce temps que l'on appelle le budget temps. L'arbitrage entre les modes de transport se fait avant tout sur le temps. La meilleure manière d'agir, c'est quand même de se mettre à la place des usagers. Les modes alternatifs à la voiture, dans notre région, sont relativement maltraités, pour ne pas dire pas traités du tout. En dehors de toute étude, il suffit de se poster sur une autoroute et de regarder le matin ce qui se passe. Il n'y a pas besoin d'aller faire des grands discours ni des grandes études pour voir qu'on a une saturation des réseaux routiers et inadéquation de l'offre ferroviaire. Les solutions qu'on peut apporter à la question des déplacements de personnes passent aussi par des réponses qu'on peut apporter à la question du transport de marchandises. Ce qui va être sur la route, on va essayer de le transférer, de le reporter sur d'autres modes. Donc ce sera globalement pour les déplacements de personnes des propositions de transport collectif, que ce soit routier ou ferroviaire. Également d'autres modes dits modes doux, meilleure utilisation par exemple des possibilités du vélo, inciter les personnes aussi à se déplacer à pied. Passer du véhicule particulier personnel à un mode collectif nécessite pour notre région qu'on puisse disposer d'une armature ferroviaire qui sera le fer de lance, on va dire, du report modal, c'est-à-dire qu'à partir d'une capacité de déplacement importante, massifiée, en utilisant les autres modes existants, les bus, enfin tout ce qui va permettre la diffusion, y compris d'ailleurs la voiture particulière en dernier ressort. Donc cet ensemble-là va pouvoir fonctionner si on dispose de ce qu'on appelle nous une armature ferroviaire, qui soit un système performant et qui permette de répondre aux attentes des citoyens dans leur ensemble. On a un vrai problème de décisions politiques qui ne sont pas prises au bon moment. C'est-à-dire qu'on est incapable, semble-t-il, dans notre région, de passer du dire au faire. Comme nous le montrent nos amis lyonnais, on voit bien que sur des grands dossiers, ils arrivent à se mettre en capacité d'objectifs partagés bien au-delà de tout ce qui va être clivage ou politique ou institutionnel, et que dans notre région, malheureusement, on reste encore à jouer chacun dans sa cour. Jusqu'à ce jour, on n'arrive pas à avoir des éléments fédérateurs, on va dire, d'une politique sur un territoire qui va être un territoire de vie et qui ne va pas être seulement un territoire lié à une organisation institutionnelle. Alors, ce qu'on peut demander aux autorités politiques, c'est de travailler sur des objectifs et de se donner les moyens de les atteindre. Vis-à-vis de la population, je dirais, on est plus en demande de prise de conscience. Le constat sur les déplacements, c'est qu'on est sur l'ère du tout-voiture. C'est dans l'aménagement de cette région, les élus ont oublié les transports. Donc tout a été fait pour que les gens se déplacent en voiture et ça a réussi puisque tout le monde se déplace en voiture.
Les constats qu'on peut faire sur l'évolution de la situation, c'est qu'il y a quand même une prise en compte de l'amélioration nécessaire des transports. Ça va être très long à mettre en place, mais qu'on aménage toujours plus pour la voiture en même temps. Donc on ne permet pas de mettre en place les conditions du report modal. Les freins au changement d'habitude, c'est l'habitude. C'est-à-dire qu'on est maintenant, les gens sont habitués à utiliser leur voiture quoi qu'ils fassent. La majorité des déplacements en ville, c'est moins de 3 km. Les gens le font en voiture. Et pour changer d'habitude, il faut une contrainte sur l'usage de la voiture, une offre alternative performante et une condition pour expérimenter. Parce que le changement d'habitude nécessite du temps. La contrainte sur la voiture, elle est sur réguler l'usage de la voiture. Donc agir sur le stationnement, rendre le stationnement, l'éloigner du centre-ville, le rendre peut-être plus cher ou plus compliqué, et puis réguler les trafics en ville. Faire en sorte que ce soit plus rapide de se déplacer en vélo, en transport en commun ou à pied qu'en voiture. Pour expérimenter les autres modes alternatifs à la voiture, il faut avoir les conditions pour le faire. Aujourd'hui, les prix de tickets individuels sont beaucoup trop chers. Le transport en commun devient abordable lorsqu'on est abonné. Mais les gens qui n'ont pas un usage régulier ne peuvent pas l'essayer. Donc il faut mettre en place ces systèmes pour que les gens essayent les autres modes de déplacement que la voiture. L'une des difficultés de la région, c'est cet étalement urbain qui rend les réseaux de transport extrêmement peu performants. Donc on sait qu'on va être contraint d'utiliser encore la voiture pour une part, mais c'est de faire en sorte que la voiture ne soit qu'une partie du déplacement, avec ce report cette concentration sur des réseaux de transport, avec du stationnement proche des systèmes de transport, pour que les gens après mixent l'intermodalité, mixent l'usage des différents modes pour arriver à un déplacement. Pour qu'un automobiliste change d'habitude et prenne les transports en commun ou change de manière de déplacer, c'est long et c'est difficile. Il faut d'abord connaître les horaires, les lieux où on peut prendre les transports en commun. Mais le plus dur, ça va être de changer son habitude. C'est que changer de transport, c'est aussi changer sa journée. L'association, le slogan, c'est « Sans ma voiture, la ville autrement ». Mais dans ce slogan, le mot le plus important, c'est « ma ». C'est pas sans voiture, c'est moi. C'est-à-dire que le changement collectif, il passe par des changements individuels. Et ça, c'est compliqué. Et le deuxième truc, c'est convaincre et contraindre. C'est-à-dire que le changement ne se produira que si on convainc les gens qu'il faut changer, mais si aussi on les contraint. La carotte et le bâton. Malheureusement, on fonctionne tous comme ça. Nos sociétés encouragent la mobilité, les déplacements et le recours à la voiture individuelle. Posséder une voiture, c'est exister, avoir un statut social conféré par le type de véhicule. Avoir une voiture, c'est aussi être libre. Se déplacer où on veut et quand on veut est devenu normal dans l'inconscient collectif. Pour beaucoup de personnes, les déplacements en véhicule individuel sont quasiment la seule solution pour se rendre au travail. Si la liberté de circuler est effectivement une liberté fondamentale, le moyen utilisé n'est nullement précisé. La question se pose de lier le principe de liberté à celui de la responsabilité. Le sujet est complexe, car nous avons construit nos vies autour de cette mobilité. Le transport et la mobilité, le fait de se déplacer, c'est toujours lié à d'autres activités. Et donc la mobilité, elle est liée aux évolutions de l'ensemble des activités de la société. Et donc la croissance de la mobilité qu'on constate, on se déplace de plus en plus souvent, c'est lié au fait que les activités sont éclatées. Et donc la mobilité a aussi beaucoup évolué en fonction des modes de vie et notamment par exemple des structures familiales. Il faut voir que, je pense que ça c'est essentiel de voir que la mobilité c'est toujours pour faire quelque chose et c'est lié à nos modes de vie et c'est l'évolution de nos modes de vie qui est en jeu quand on regarde les problèmes de mobilité. Le domaine des transports, les politiques de transport impactent
finalement qu'à la marge, parce que ça va plutôt impacter sur le comment, le choix possible entre voiture et mode de transport collectif, mais ça ne va pas du tout impacter sur le pourquoi, alors que d'autres politiques, par exemple les politiques d'aide au logement et les politiques de logement, vont beaucoup jouer sur la nécessité de se déplacer et les types de flux. Si on construit des logements, ce qu'on a fait largement en périphérie, en favorisant l'étalement urbain par des prêts à taux zéro pour partir loin, etc., on favorise le fait que les ménages habitent loin d'où ils travaillent et donc que la mobilité augmente, et en tout cas pas forcément en nombre de déplacements, mais en distance parcourue. Se déplacer moins, mieux, autrement. Face au constat de la non-durabilité des modes de transport individuels, il s'agit d'être inventif et pragmatique. Intégrer une réflexion sur les besoins en plus de celle sur les envies. Avons-nous besoin de prendre la voiture pour chercher le pain au lieu d'y aller à pied ? Avons-nous cherché à faire du covoiturage de temps en temps ? Pouvons-nous prendre les transports en commun un jour par semaine, au moins pour essayer ? Mais les initiatives et la bonne volonté personnelle butent parfois sur une inadéquation avec les moyens de transport en commun mis à disposition. La région PACA doit rattraper son énorme retard en matière d'offres de transport en commun performants. Demander aux gens de changer d'habitude exige une offre de transport régulier, peu chère et agréable. À plus long terme, il faut repenser l'aménagement des villes pour favoriser les transports alternatifs en limitant la place de la voiture. Des actions concrètes doivent être mises en place. Des exemples émergent, il faut les multiplier. Les actions que nous menons sont destinées d'une part à diminuer l'impact environnemental des déplacements, et donc nous essayons de transférer vers les modes les moins agressifs vis-à-vis de l'environnement, donc un maximum de déplacements, donc de développer le transport collectif et le train tout particulièrement. Deuxième grand volet d'action, en liaison avec d'autres directions et d'autres délégations du Conseil régional, c'est ce qu'on appelle l'accès à la mobilité pour tous. Il faut se souvenir qu'une personne sur deux n'a pas accès au permis ou à la voiture, et en tout cas des facilités de déplacement du fait de son âge, de sa santé. Donc deux grands volets, le volet environnemental et le volet social. Et tout exemple le plus emblématique de ce que nous avons essayé de faire depuis 3 ans, c'est la mise en œuvre de la gamme ZOO en termes tarifaires. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte, au travers d'une gamme tarifaire, que chacun, en fonction de ses besoins et de ses moyens, puisse avoir accès au transport collectif. Mais également les abonnements, donc hebdomadaires ou mensuels, pour lesquels nous avons une formule classique d'abonnement, donc transport régional, mais également des formules combinées avec l'urbain, donc avec les différents réseaux urbains, et une toute nouvelle formule qui sort, qui est l'abonnement alternatif, pouvoir utiliser, comme on le souhaite, le train ou le car sur des destinations comme Marseille-Aix ou Marseille-Aubagne. La deuxième phase de la réforme tarifaire, ce sera d'aller encore plus loin dans cette intermodalité zonale et d'avoir un petit peu ce qu'on appelait la carte orange en région parisienne, c'est-à-dire se déplacer plus facilement d'un réseau de transport à un autre. Nous essayons de bien comprendre les besoins de déplacement, les horaires de travail, pour ajuster au mieux l'horaire des trains, l'horaire des rabattements, pour faire en sorte que les moyens que nous mettons à un certain endroit soient bien adaptés. Le train coûte relativement cher, effectivement, à exploiter, donc il faut qu'il soit rempli. Donc il s'agit de bien concentrer notre offre sur les liaisons et les horaires où le train est le plus efficace, sans forcément essayer de déshabiller ailleurs, mais plutôt en jouant la complémentarité des modes de transport et non leur concurrence. Nous mettons en service à la rentrée, grand public, donc une centrale d'information, un système d'information multimodal, PACA Mobilité, qui permettra donc à tout à chacun, pour le transport collectif, mais également pour d'autres modes, comme le covoiturage, l'autopartage, etc., de trouver la bonne ou les bonnes solutions pour aller d'un point à un autre donc, de la région. Ne serait-ce que bien connaître l'offre, c'est déjà faire un grand pas. Et puis, on a des formules qui permettent aujourd'hui de goûter au train. Ça n'oblige pas d'emblée à prendre un abonnement, mais déjà, c'est une première façon d'aller vers le transport collectif, de voir comment ça fonctionne. Alors, vous posez la question du transport, mais je crois qu'il faut l'intégrer dans la question plus large de la pollution de l'atmosphère, dans une région
qui est d'abord très spécifique sur le plan climatique. Des déplacements extrêmement nombreux dans cette région pour une raison qui tienne à l'étalement urbain, et notamment au fait que cette région qui reçoit des populations de l'extérieur qui s'installent chez nous depuis des décennies, c'est l'une des grandes régions d'accueil françaises aujourd'hui. La nature même de l'habitat dans cette région n'est pas un habitat vertical, mais plutôt en ce moment, et c'est ce que nous essayons de contraindre par l'ensemble des plans locaux, faire en sorte que nous limitions l'étalement urbain, qui est une dimension naturelle dans cette région. On hérite de 40 ans en réalité de non-maîtrise à la fois de l'urbanisme, de l'implantation des lieux de travail et de l'implantation des lieux de logement. Donc nous sommes dans une région qui, vous le savez, est parmi, sur la bande côtière en tout cas, les plus polluées. Et il n'y a pas d'autre exemple en France d'une conurbation de cette densité-là sur une distance aussi longue. Donc on a, si j'ose dire, la totale dans notre région, à la fois un climat assez favorable à la saturation atmosphérique et en même temps un mode de vie qui pousse notamment au déplacement. Alors sur les transports, on a plusieurs façons de procéder. La première, à très court terme, c'est de partir de l'existant et de se dire qu'au fond, il faut réduire, toutes choses égales par ailleurs, comme on dit en économie, réduire les émissions dans le système existant. Et le système existant, c'est quoi ? C'est beaucoup de déplacements, c'est beaucoup de déplacements d'automobiles, c'est une saturation complète dans les grandes conurbations, et notamment sur cette bande littorale, qui est une bande de grande densité. Après, il y a une dimension moyen terme. Ça consiste à supprimer les sources d'émissions majeures en matière de transport, c'est-à-dire les véhicules, individuels notamment, pour aller vers le multimodal. Et puis, il y a une ambition de plus long terme, et ça touche les transports, mais on passe au déplacement des personnes. C'est une meilleure cohérence entre les lieux où les gens vivent, les lieux où les gens travaillent, et les lieux où les gens consomment soit des loisirs ou consomment simplement des produits, c'est-à-dire les zones d'implantation, des zones commerciales ou des lieux culturels. Vous avez les trois dimensions. Nous n'avons pour l'instant réellement touché qu'à la première d'entre elles. Même en réduisant la vitesse, on réduit, c'est vrai, les émissions, mais on ne touche pas au fondement même du système, qui est un système extrêmement polluant dans notre région. Donc nous avons choisi l'approche santé parce qu'elle nous paraît très porteuse pour la suite. Premier élément, c'est évidemment réduire la vitesse pour des raisons qui sont liées à la pollution du voisinage. Mais les mesures qui visent, par exemple, à réduire la vitesse, nous ont amené à faire d'abord de la pédagogie, c'est-à-dire à faire mieux comprendre aux habitants de cette région la limite du modèle que nous avons aujourd'hui. Donc voilà, le résultat aujourd'hui de cette première mesure, c'est que nous avons placé sur une rampe de lancement ce que nous développons par ailleurs, c'est-à-dire les deux autres sujets, report multimodal et plus de cohérence dans l'aménagement de l'espace. Il faut faire comprendre à l'ensemble des habitants de notre région, et notamment ceux qui sont dans les zones urbaines, que l'outil quotidien de liberté qu'est la voiture, aujourd'hui, a atteint sa limite. C'est-à-dire que tout le monde s'apprête aujourd'hui à accepter le report multimodal, c'est-à-dire de laisser sa voiture, c'est parfois moins pratique, mais de prendre un train. Et donc on a dérivé doucement de cette réflexion sur la route pour arriver sur une réflexion sur le train. Nous avons le réseau ferré le plus obsolète de France. C'est la même ligne qui a été construite en 1850, la même qui est empruntée aujourd'hui par les TGV, par le fret et par les TER. Donc il y a une impossibilité de report multimodal. La ligne nouvelle, qui est la seule condition pour permettre au TER de circuler correctement, et donc qui est la seule façon d'échapper à cette fatalité des bouchons. Mais même si on fait passer beaucoup de gens de la route au train, il n'en demeure pas moins que la vraie solution consiste à réduire les déplacements. Et c'est là qu'on tombe sur la troisième partie, qui elle-même est enclenchée. Parce qu'en réfléchissant à la métropole Aix-Marseille-Provence, on est déjà dans la préfiguration d'une réflexion sur pas seulement les transports, mais aussi l'urbanisme, mais aussi les zones économiques, mais aussi les zones commerciales. Et aujourd'hui, avec la métropole marseillaise, je ne doute pas une seconde que le débat va porter très largement sur la cohérence de l'urbanisme et des décisions en matière de déplacement des personnes. Nous avons construit notre mobilité et aménagé notre espace autour de l'utilisation de la voiture individuelle et des énergies fossiles polluantes. Nous commençons à entrevoir les effets de ces choix, non seulement sur l'environnement,
mais aussi et surtout sur notre santé. Ces choix du passé ne sont pas durables et nécessitent un changement rapide. Il nous faut, collectivement, construire une autre forme de mobilité, répondant peut-être plus aux besoins réels plutôt qu'aux envies soudaines. Une mobilité qui préserve notre santé et notre cadre de vie. Une mobilité qui fait appel à une mixité de moyens et de solutions, modes doux comme la marche ou le vélo, ainsi que les transports en commun ou l'autopartage. Posons-nous certaines questions. Par exemple, combien me coûte à l'année mon véhicule personnel ? Ai-je comparé ce prix à celui d'un abonnement au transport en commun ? Interrogeons nos habitudes de temps à autre pour commencer. Le facteur temps est souvent évoqué comme un frein. Prendre les transports en commun prend souvent plus de temps que le véhicule individuel. Ce temps peut néanmoins être utilisé à lire, travailler, se détendre, un temps précieux. Développons des initiatives qui existent déjà localement. Pourquoi ne pas emmener les enfants à pied à l'école ou s'inscrire dans un pédibus scolaire ? 15 minutes de marche est une activité physique excellente pour la santé. Ne faut-il pas encourager le télétravail qui est développé dans d'autres pays ? La liste des possibles est quasiment sans limite, si on veut bien se donner la peine d'y réfléchir. On a vu émerger des solutions locales dans différentes villes régionales. La mise en place de parkings relais en périphérie des villes et en lien avec des transports en commun. La création de voies spécifiques pour les bus, les vélos. Le rééquilibrage de l'espace entre voitures et modes alternatifs pour que les autres types de déplacements que la voiture reprennent une place qui leur a été enlevée. Il est grand temps qu'une réelle dynamique s'engage autour des transports durables, non polluants, pour préserver notre santé ainsi que celle de nos proches et des générations futures. Choisissons notre mobilité quotidienne plutôt que de la subir.